Bonjour à toutes et à tous. Et un grand merci, Pierre, de m'avoir invité à ce séminaire auquel j'ai déjà participé l'année dernière et dans lequel je reviens du coup avec très très grand plaisir. Et je voulais rapidement me présenter, mais je pense que tu l'as fait. Bon, pour rappel, je suis chargée de recherche en anthropologie à l'Institut de recherche pour le développement. Je suis donc à l'UMR Prodig, qui est principalement un laboratoire de géographie, mais le fait que j'adopte justement des perspectives spatiales en tant qu'anthropologue, ce n'est pas du coup étranger au fait que j'ai été finalement recrutée à Prodig. Et actuellement, donc, je vis à Rabat, au Maroc, où je suis affectée à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme. Donc, moi, mes thèmes de recherche, normalement, ils portent plutôt sur les espaces et les territoires des mines dites informelles, de petite échelle et artisanales, d'abord en Guinée, en Côte d'Ivoire un peu et au Maroc maintenant. Mais c'est par le biais en fait de ces recherches-là que j'ai pu m'intéresser au thème de la sécurisation et la militarisation notamment des espaces en Guinée. Voilà, donc aujourd'hui c'est de l'armée guinéenne pardon dont je vais vous parler et plus particulièrement dans cette intervention qui s'intitule donc une perspective spatiale des loyautés militaires en Guinée et qui est tirée en fait d'un article qui va être publié dans la revue politique africaine et qui est coécrit avec Cabinet Fofana, qui est un Guinéen qui est président de l'Association des sciences politiques de Guinée. Donc voilà. Donc quand j'ai lu le programme que Pierre Leroux m'a envoyé, donc un peu comme l'année dernière, finalement, j'étais un peu sceptique sur ma participation, puisque je vais pas aborder finalement directement la guerre et la paix, mais je vais en parler de manière quand même indirecte, puisque je vais analyser finalement les logiques d'adhésion au sein du corps armé guinéen, qui est un corps du coup formé à la guerre et qui participe aussi d'une certaine manière, puisqu'une partie de l'armée guinéenne, un bataillon qui s'appelle le bataillon Gangan, est envoyé au Mali, à Kidal, dans le cadre de la mission onusienne de la MINUSMA, donc qui est la mission de stabilisation au Mali et de la paix. Et donc là, c'est une dimension aussi extravertie, enfin, que je qualifie d'extravertie, et je reviendrai plus tard sur cette notion. Elle sera abordée ici, mais finalement, je vais surtout rester à l'échelle des guerres intestines au sein de l'armée, en adoptant du coup une perspective spatiale que je vais détailler et qui permet en fait, selon moi, de lire à un instant T, en quelque sorte, les pratiques de recomposition des relations de pouvoir au sein de l'armée. Donc, elles permettent aussi de mieux comprendre, et ça, je vais y revenir pour ceux qui sont familiers de la Guinée, ou au moins un petit peu, sur la montée en puissance du colonel Doumbouya. Donc, le colonel Doumbouya, c'est celui qui a pris le pouvoir il y a un peu plus d'un an en Guinée, le 5 septembre 2021, et qui a destitué le président Alpha Condé, qui entamait son 3e mandat. Donc là, pour commencer un peu, pour amorcer la présentation, je vais... alors, je voulais essayer de... Voilà, ça y est, je vais y arriver. Je vais commencer en fait par reprendre les propos d'un commandant d'un camp qui est le camp Samoria, qui est un camp à Kindia. Donc c'est un camp dans lequel en fait est formé le bataillon spécial des commandos en attente, et notamment le fameux bataillon Gangan qui part au Mali, et dans lequel j'ai pu séjourner plus d'un mois, donc dans ce camp-là. Et donc le commandant du camp m'expliquait lors d'un de nos entretiens, m'expliquer un petit peu les caractéristiques de ce qu'il pensait être un bon chef. Donc, bon chef, évidemment, entre guillemets. Et là, je le cite et je vais le lire. Donc, un bon chef doit tout partager avec ses hommes. Quand le bien est petit, tu te sacrifies, tu donnes à tes hommes. Le chef doit souffrir intérieurement et doit se priver au profit de ses hommes. Quand tes hommes voient que tu es soucieux de leur intérêt, automatiquement l'adhésion va s'installer. Quand mes hommes ont des cas de décès, de mariage, des cas sociaux, ma porte est ouverte. Et je mange avec mes hommes. Mon plat, c'est leur plat. Ces hommes, je fais tout avec eux. Et en effet, à ce moment-là, donc quand j'y ai séjourné, les entretiens que j'avais réalisés avec les militaires de ce camp, que ce soit des officiers, des sous-officiers ou des militaires du rang, et mes observations quotidiennes,
finalement semblait plutôt confirmer ce rôle redistributif et donc apprécié de ce commandant. Mais pourtant, un peu moins d'un an après, ou un an après pratiquement, ce commandant-colonel a été assassiné lors d'une mutinerie par ses propres hommes. Et les causes de ces mutineries restent obscures. Donc c'est le colonel Mamadi Doumbouya, pardon, c'est celui qui a pris le pouvoir, c'est le Mamadi Condé, pardon, qui a été assassiné à ce moment-là. Donc néanmoins, alors moi, ce qui m'intéresse dans cet épisode un peu anecdotique et un peu qui n'est pas représentatif de tout ce qui se passe dans l'armée, ça permet en fait d'introduire finalement l'idée de cette volatilité des loyautés militaires en Guinée notamment, mais des loyautés que Marielle Debos qualifiait déjà de loyauté fluide dans son travail sur les hommes en armes au Tchad. Donc c'est des choses qu'on retrouve aussi dans d'autres contextes. Et ici, mon objectif, c'est de comprendre ces logiques en fait de recomposition assez rapide des relations de pouvoir au sein de l'armée guinéenne à travers cette perspective spatiale. Donc avant de rentrer encore une fois dans le vif du sujet, je vais quand même faire un bref rappel historique des relations de pouvoir entre armée et régime politique en Guinée qui, comme je l'ai dit, je le souligne, en fait, je l'ai pas encore dit, mais c'est vrai que la Guinée n'a pas connu de véritable guerre récemment, à la différence d'autres pays de la sous-région qui ont été marqués par certaines guerres civiles. Voilà, bon, la Sierra Leone, mais même la Côte d'Ivoire, dans une certaine mesure. Et c'est pas un pays, qui a connu vraiment des guerres de cette nature-là, mais c'est un pays qui a connu d'importants épisodes de violence et de répression, des coups d'État et des régimes, encore une fois, répressifs et autoritaires. Et donc, je vais essayer de revenir un peu sur rapidement la place de l'armée depuis l'indépendance. Donc, en 1958, la Guinée devient indépendante et l'armée guinéenne est créée. Entre 1958 et 1984, c'est une période qui est marquée par le régime de Sékou Touré. Et ce qui est important ici, c'est de voir que à ce moment-là, finalement, l'armée était vue comme une menace potentielle au pouvoir politique. Donc finalement, Sékou Touré a marginalisé plutôt les militaires à ce moment-là et a créé à la place une milice nationale à laquelle justement qui était beaucoup plus finalement loyal envers Sékou Touré et à laquelle comment je pourrais dire, beaucoup de moyens en tout cas beaucoup de moyens lui étaient destinés. Et finalement, jusqu'en 1984, on peut dire que l'armée a connu des épisodes de marginalisation et de répression face à cette milice nationale. Pour faire court, c'est vraiment un bref rappel. Et en 1984, donc à la mort de Sékou Touré, c'est le général Lansana Conté qui prend le pouvoir et c'est vu pour certains militaires comme une forme de revanche de l'armée prise sur un régime politique qui ne l'avait pas favorisé. Donc à ce moment-là, Lansana Conté va nommer énormément de militaires dans l'administration civile, mais parallèlement on a des importants écarts qui se creusent entre des militaires finalement qui sont proches du pouvoir et qui vont s'accaparer les canaux d'enrichissement de l'État et des militaires qui sont plutôt soupçonnés de déloyauté et qui voient par exemple leur carrière bloquée et leur montée en grade également ralentie. Donc en 2008, à la mort de Lansana Conté, on a une armée qui est extrêmement divisée et fragmentée, et c'est ce qui explique en partie, mais pas que, la prise du pouvoir par le capitaine Moussa Dadis Camara, qui n'est pas resté très longtemps au pouvoir, mais qui a marqué les esprits en Guinée par notamment les massacres du 28 septembre 2009, qui sont des massacres lors d'une manifestation d'opposition qui se tenait dans un stade et où il y a eu plus d'une centaine de morts et plusieurs centaines de femmes qui ont été violées par des militaires, et donc qui a été un événement un peu charnière sur ce que peut être finalement la violence militaire. Et donc Dadis Camara est arrivé au pouvoir et a été vu assez rapidement comme un petit, puisqu'il n'était que capitaine, donc il y a un grade évidemment qui n'est pas aussi important que le général Lansana Conté. Et aussi une des raisons pour lesquelles il serait arrivé au pouvoir, et ça je vais revenir dessus plus tard, c'est parce qu'il avait aussi une place stratégique
qui était celui de chargé de ravitaillement de l'essence dans le camp Alpha Yaya, qui est un des camps principaux de Conakry. Donc en fait, il occupait finalement une position qui lui permettait de capter une certaine rente, qui est celle là de l'essence, mais qui lui permettait en fait de créer des loyautés qui finalement l'ont aidé à prendre le pouvoir en 2008. Donc après ces fameux massacres du 28 septembre 2009, il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Il s'est pris une balle dans la tête, mais il n'en est pas mort. Et finalement, celui qui a repris le pouvoir, c'est aussi c'est un général, c'est aussi un militaire, et cette fois général, qui est le général Sekouba Konaté, qui a fait un gouvernement de transition pendant une année et qui finalement a organisé les premières élections démocratiques et transparentes, dites démocratiques et transparentes. On pourrait effectivement débattre de ces termes-là, lors desquelles c'est Alpha Condé qui est sorti vainqueur, et Alpha Condé, donc c'est un civil et qui est le principal opposant des anciens régimes, et qui a mis en place, en fait, on en reparlera, la réforme du secteur de la sécurité, donc ce qu'on appelle un peu dans le jargon la RSS. C'est des réformes qui ont été mises en place en fait sur toute l'Afrique de l'Ouest, donc c'est pas du tout propre à la Guinée. C'est des réformes qui sont en partie financées par l'Union européenne et mises en place par le PNUD avec des coopérants français et états-uniens. Donc c'est une tendance, on va dire. Enfin ces réformes sont concernent beaucoup plus largement les pays ouest-africains que seulement la Guinée. Voilà. Donc moi, je vais m'intéresser dans cette intervention surtout sur la période d'Alpha Condé, dont le régime a été justement marqué par cette réforme, sachant que effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le 5 septembre 2021, ce sont néanmoins des militaires qui ont pris le pouvoir, donc avec le colonel Mamadi Doumbouya. Et moi, finalement, j'aimerais vous montrer que ce coup de force ne peut pas finalement, je voudrais me détacher d'une analyse conjoncturelle qui partirait en fait de l'idée que c'est l'échec de cette réforme qui fait que finalement ces militaires ont repris le pouvoir en 2021, pour finalement m'intéresser à des effets qui sont bien plus structurels au corps armé guinéen, des effets structurels de fragmentation et qui sont à l'origine de guerres bien plus intestines dans un corps qui est préparé à des guerres de plus grande échelle, mais qui connaît déjà au sein de son entité des guerres intestines importantes. Donc je m'appuierai sur des données surtout ethnographiques qui ont été recueillies après près de 4 mois de terrain dans différents camps militaires du pays entre 2017 et 2019, mais aussi avec des entretiens directifs et semi-directifs sur les conditions matérielles, des récits de vie réalisés entre 2017 mais aussi jusqu'en 2022, puisque je suis retournée en Guinée. On pourra en reparler, mais pas dans les mêmes conditions parce que le régime a changé. Donc les entrées que j'avais pu avoir auparavant, en fait, je ne les ai plus tout simplement, puisque les principaux, ceux qui me servaient de point d'appui ont été écartés par le nouveau régime. Et ainsi que j'ai aussi évidemment complété ça avec un corpus de sources médiatiques. Donc ces données ethnographiques, je les ai recueillies grâce à une autorisation présidentielle et du ministère de la Défense guinéen que j'ai obtenue. Sinon, il aurait été quasiment impossible de toute façon, en tant qu'étrangère et civile, de résider, d'avoir accès en fait à ces différents camps. Mais voilà, pour la question méthodologique, je peux revenir dessus lors de la discussion si vous le souhaitez. Voilà, donc cette présentation, comme je l'ai dit, adoptera cette lecture spatiale et montrera tout d'abord que contrairement à la théorie classique, selon laquelle finalement un peu une vision à la Foucault où l'armée serait finalement un ensemble homogène de corps disciplinés, finalement l'armée est un corps extrêmement hétérogène, en tout cas en Guinée, et je le montrerai à partir de l'espace des camps dans un premier point, donc les camps que je considérerais comme des espaces ressources asymétriques. Dans un second temps, je le montrerai à partir des trajectoires d'affectation de militaires. Dans un troisième temps, à partir de l'enjeu du contrôle des spatialisations militaires, et dans un quatrième temps, à partir des fameuses logiques extraverties dont j'ai parlé un peu en introduction, et qui sous-tendent finalement la montée en puissance de certains militaires, et qui se manifestent notamment par le fait de faire des missions ou des formations à l'extérieur du pays. Voilà, donc je vais passer à ce premier point. Non, c'est juste un deuxième intervenant qui est à Londres. Ah, d'accord. Un message, pardon. Allez-y. D'accord. Je vous prie de... Pas de problème.
Donc voilà, je passe à mon premier point sur les camps militaires. Donc j'ai commencé mon terrain là, pas dans le camp dont je vous ai parlé, mais dans le camp Soundiata Keita, pardon, ah oui, pardon, je voulais commencer avec ces deux citations. D'abord, la première qui est celle de Mamadou Alioubari, qui a écrit sur l'armée guinéenne en 2009, et voilà, parce que ces deux citations montrent en fait un petit peu les perceptions contradictoires qu'on peut avoir sur l'armée en Guinée. Donc, Mamadou Alioubari écrit « Désarmés, fonctionnaires, politiciens en haillons, pieds nus, travaillant dans les plantations et dans les rizières, mal nourris et mal soignés, le soldat guinéen faisait vraiment pitié. Il était devenu la risée de son peuple, qui lui en voulait sourdement et pour cause. Voilà l'état de l'armée guinéenne en cette année 1970. » Donc là, c'est le moment que je vous dépeignais sous ses couturiers. Donc typiquement, ces soldats pratiquement vus comme de manière très très vulnérable. Et finalement, bon là, c'était lors d'un entretien que j'avais réalisé avec un habitant, un civil de Cancan en 2017. Cancan étant une ville au nord-est du pays, je mettrai une carte un peu plus tard, mais voilà, qui est dans la région du nord-est. Où finalement, et c'était pas le seul évidemment qui me disait ça, quand on les voit bien habillés dans la rue, on se dit que les militaires ils ont tout. Donc il y a toujours un peu ce décalage de perception entre ce que vivent les militaires et ce que les gens pensent finalement des conditions de vie militaire. Voilà, donc j'ai commencé mon terrain dans le camp Soundiata Keita de Cancan en 2017 et dès mon arrivée, donc là c'est quelques photos du camp, en fait dès mon arrivée un officier m'avait présenté ce camp comme un camp de prisonniers, je le cite, et c'est vrai que finalement à cette époque-là, et ça l'est toujours d'ailleurs, les bâtiments étaient particulièrement délabrés, il n'y avait pas d'électricité et globalement ce camp finalement ressemblait plus à un vaste terrain vague avec quelques bâtiments plutôt qu'un camp d'hébergement et d'entraînement. Et d'ailleurs, il n'y avait pas vraiment d'exercice qui était organisé et une grosse partie de la journée était destinée finalement aux corvées ménagères. Et donc, on est complètement finalement en contradiction avec l'image classique du camp. Et on est aussi d'une certaine manière en contradiction avec ce que disait cet officier, puisqu'à la différence d'un camp de prisonniers, le camp n'était pas du tout entouré par un mur d'enceinte, ce qui est loin d'être anecdotique, puisque du coup, il y avait des circulations entre espace civil et espace militaire. Et lors des entretiens, finalement, les militaires interrogés voyaient ça comme une forme d'insécurité. Donc, ce qui est quand même très loin, encore une fois, de l'infigure de l'homme fort en uniforme et du camp qui forgerait une masculinité spécifique et intégrée à l'État. Là, on est dans des individus qui se présentent vulnérables en situation d'insécurité. Et cette vulnérabilité, elle se retrouvait aussi dans les entretiens sur d'autres points que je vais juste énumérer, mais pas forcément développer. Le premier point, c'est les soldes qui étaient très basses, donc entre 90 et 140 euros pour certains sous-officiers par mois, enfin qui étaient vus comme particulièrement basses. Bon, en Guinée, il existe de toute manière une grosse opacité sur les salaires de la fonction publique de façon générale, donc il est très difficile de savoir réellement les soldes de ces officiers, mais en tout cas, ceux que j'ai interrogés avaient en gros un salaire d'environ 100 euros par mois. Et sur les 33 entretiens que j'avais menés dans ce camp-là, 25 personnes assistaient sur le problème justement d'insécurité et de logement. Donc on est toujours dans cette logique-là. Et un autre signe de cette vulnérabilité aussi qui était mise en avant, c'est celui finalement du problème de ravitaillement et des dotations notamment en tenue. Donc normalement, voilà, l'État est supposé doter en tenue régulièrement les militaires. Or là, depuis plusieurs années, depuis 5 à 7 ans, selon les entretiens, l'État n'avait pas fourni de nouvelles tenues, ce qui fait que finalement, au bout d'un moment, les entretiens commençaient à tourner sur finalement la meilleure marque de lessive à utiliser pour éviter que son uniforme ne devienne ne se gâte, quoi. Je sais pas comment je perds mon terme, enfin vous comprenez l'idée. Alors c'est vrai que c'est un peu la figure du soldat ménagère qui peut faire sourire, parce que finalement c'est des soldats qui font des corvées ménagères toute la journée et qui me parlent de lessive pour évidemment caricaturer. Mais c'est pas anecdotique parce que ça témoigne en fait des problèmes de circuits de ravitaillement et comment selon les camps ces circuits
sont plus ou moins bouchés et qu'est-ce que ça veut dire d'être infecté dans un camp ou dans un autre. Et là, du coup, on peut mettre en parallèle avec l'autre camp dont je vous ai parlé en introduction, qui est celui du camp Samoria de Kindia, donc là qui est beaucoup plus doté en matériel, en ravitaillement, en tenue, en nourriture, en solde, parce que justement c'est là où sont formés le bataillon spécial des commandos en attente, et donc il y a énormément de moyens qui sont mis, beaucoup plus en tout cas de moyens qui sont mis sur ce camp plutôt que le camp Sundiata Keita de Cancan. Et au moment de notre enquête, donc en novembre 2019, donc quand on entre dans ce camp, donc il y a une entrée qui est gardée, le camp est enceinté, il y a de l'électricité, il y a une route goudronnée principale où de chaque côté on a différents bâtiments qui sont disposés, donc la prison militaire, les bureaux administratifs, le bureau du commandant, les bâtiments flambant neufs, etc. Il y a même aussi des petites maisons de plus haut standing dans lesquelles résidaient en fait les formateurs venus ponctuellement de l'étranger, donc c'est surtout les coopérants français et les rangers américains qui viennent justement pour former ce bataillon. Et évidemment, il y a un terrain de parcours commando et c'est comme ça que les soldats se présentaient comme des commandos ne connaissant pas la peur, donc une expression qui revient très régulièrement et qui s'empresse en général, qui s'empressait de me montrer les images de combats qui étaient prises sur leur téléphone, des combats auxquels ils avaient participé ou des combats auxquels des amis à eux, des camarades d'unité avaient participé et leur avaient transmises. Donc là, on voit bien le contraste très fort entre ces commandos de Kindia et ces hommes vulnérables et qui vivent dans la peur d'être attaqués par des civils à Cancan. Et ça permet en fait déjà de témoigner ça permet d'amorcer finalement cette analyse du caractère particulièrement hétérogène de l'armée guinéenne, qui est flagrant lorsqu'il est abordé par cette entrée spatiale. Et il suffit en fait, là je vous ai donné finalement l'exemple de ces deux camps qui sont particulièrement asymétriques, mais finalement on pourrait le faire à l'image de plein d'autres camps et de faire comme ça un comparatif, et ça permet d'avoir une idée des circuits de ravitaillement, de l'efficience des circuits de ravitaillement selon les camps et selon les régions. Et c'est pas anodin puisque ces circuits de ravitaillement, enfin l'efficience de ces circuits de ravitaillement représente en fait une opportunité pour les chefs de capter une certaine rente et de se forger des loyautés. Donc c'est beaucoup plus facile de se forger des loyautés quand on a accès à énormément de sacs de riz ou du matériel d'entraînement, des tenues, etc., que quand on n'en a pas. Voilà. Et là, ça me fait passer à mon second point, puisque effectivement, là, je vais vous montrer, à partir de cette idée que les camps sont des espaces ressources asymétriques en Guinée, on a aussi finalement une économie politique de l'affectation, puisque selon les trajectoires d'affectation des officiers, on peut avoir finalement une lecture des loyautés qui sont en train de se créer à un instant T. Donc, ces lieux d'affectation sont un élément stratégique. Alors là, je vous ai juste mis une carte de la Guinée, malheureusement, qui est floue, de ce que je vois sur la projection, mais qui ne l'est pas normalement sur le PowerPoint, qui est la carte préfectorale qu'on retrouve sur Wikipédia. Donc c'est vraiment pas une carte, c'est vraiment une carte indicative. Je suis en train de faire une carte des différents bataillons de la Guinée, mais c'est des informations compliquées, donc la carte n'est pas encore terminée, mais c'est juste pour vous montrer. Cancan, c'est où là? Voilà, Cancan justement, c'est la région qui est au nord-est du pays. Sur l'écran avec le petit oui, rouge. Oui, bah voilà, c'est vrai, très bien. Voilà, Cancan, c'est là à peu près. Et Conakry, c'est ce qui est peut-être très important. Voilà, Conakry est ici pour ceux qui connaissent pas la Guinée, donc la capitale est à cet endroit-là. Donc ce qui fait qu'effectivement, on a des camps stratégiques qui se trouvent autour de Kindia. Kindia étant ici qui est la ville dans laquelle se trouve le camp des rejoint la séance, je ne sais pas ce que je dois faire. Rien. Florent va nous arranger ça. D'accord. Merci Florent. Et donc effectivement, où il y a ce bataillon spécial des commandos en attente, et il y a tout un tas d'autres camps aussi de formation de bataillons et d'unités d'élite autour de Conakry. Voilà, donc Cancan, c'est très loin, en gros, mais c'est ça c'est ça qu'il faut retenir pour le moment, c'est que Cancan, c'est éloigné mais c'est éloigné quand même de la capitale, et les principales sphères de pouvoir sont centralisées à Conakry, dans une certaine mesure à Kindia,
qui est en tant que première région militaire du pays qui accueille donc ce bataillon spécial des commandos en attente. En revanche, dès qu'on est affecté dans un camp situé dans des villes plus éloignées de la capitale, comme Kankan, mais aussi Labé, qui est ici, ou encore plus Nzerekore, qui est vraiment très très éloigné, notamment parce que les routes aussi sont en très mauvais état, donc ça joue aussi sur ces circuits de ravitaillement. Souvent, quand un officier est affecté dans ces camps-là, périphériques, c'est que il est mis quelque part à l'écart du pouvoir, et ça indique souvent que le régime entend affaiblir cet officier perçu comme une menace. Et c'est aussi, alors ce qui est intéressant, et c'est là où l'éloignement, alors à la fois l'éloignement géographique de l'affectation montre une mise à l'écart du pouvoir politique, mais c'est aussi une opportunité pour certains officiers de se créer des loyautés durables. Et je vais prendre l'exemple notamment d'un ancien chef d'état-major de l'armée de terre chez qui en fait, qui était à l'époque le commandant du camp Sundiata au moment où j'ai logé sur place en 2007, qui est ensuite devenu chef d'état-major de l'armée de terre, et qui a une trajectoire intéressante sur ce point, parce que lui est passé par ce qui est quand même comme la prestigieuse école de Saint-Cyr en France, et était ensuite nommé chef des opérations de la garde présidentielle sous le régime de Lansana Conté, donc régime de Lansana Conté qui était donc, je le rappelle, entre 84 et 2008. Et dans les années 90, lorsque lui est rentré et qu'il a été du coup nommé à la garde présidentielle, il y a eu finalement les renseignements l'ont soupçonné d'être en accointance avec Alpha Condé, qui était l'opposant de l'époque, parce que certains membres de sa famille apparemment étaient en lien avec Alpha Condé, ce qui fait que tout simplement sa carrière a été bloquée et il a été envoyé à Cancan. Donc là, typiquement, on voit bien comment la mise à l'écart de cet officier a été actée par son éloignement géographique dans le camp Sundiata Keita de Cancan, et c'est un poste auquel il est resté pendant plus de 10 ans et qui était effectivement dans un camp mal doté en ravitaillement, comme je l'ai expliqué. Mais finalement, il a réussi, lui, à tourner la situation à son avantage, puisque lorsqu'il était commandant de Cancan, il a réussi à se constituer dans la troupe un solide groupe de fidèles autour de l'idée d'une souffrance commune. Donc le peu de ravitaillement qu'il avait, il le partageait, non pas seulement par simple altruisme, mais parce qu'effectivement, ça lui permettait de se créer une base solide de fidèles. Et effectivement, quand moi je logeais sur place, donc là dans celui-ci j'ai fait presque 2 mois, tous les jours, effectivement, sa femme, ses 2 filles et une jeune domestique qui était avec eux préparaient 10 repas, 10 énormes bols par jour, qui étaient dispatchés un peu partout dans le camp. Donc ça, c'est typiquement des pratiques de redistribution alimentaire qui participent à créer en fait ces formes de loyauté, de loyauté à personnifier à un chef. Et c'est particulièrement significatif parce qu'en fait, il me semble que c'est une particularité de nombreuses armées africaines, peut-être pas que africaines, mais en tout cas de nombreuses armées africaines, où on a cette personnalisation de la loyauté. Et quand finalement Alpha Condé, il était déjà au pouvoir, mais quand Alpha Condé a décidé finalement de le muter, de lui donner cette promotion pour qu'il devienne chef d'état-major de l'armée de terre. Donc, il est parti à Conakry, mais avec une dizaine d'éléments de son camp de Cancan. Et ça, c'est très particulier aussi parce que des affectations se font pas de manière collective normalement dans une armée. Et ça montre bien, en fait, que ce caractère collectif de l'affectation est assez caractéristique et pose finalement la question de ces groupes de loyauté et de ces groupements internes au sein d'un corps supposé être homogène, ce qui est effectivement là pas le cas. Et ce caractère en plus collectif s'exprime souvent d'ailleurs par le registre de la seniorité, donc c'est mon grand, c'est mon petit, et d'ailleurs c'est intéressant parce que lors du coup d'État, du dernier coup d'État militaire par le colonel Doumbouya, qui était donc commandant du groupement des forces spéciales, qui est une unité d'élite qui a été créée par Alpha Condé, mais comme cette unité d'élite s'est retournée en quelque sorte par le créateur de cette unité, dans les vidéos qui ont circulé, en fait, on voyait les militaires appeler le président, enfin l'ancien président, du coup, Condé papa. Donc, on est vraiment sur des logiques quand même qui sont de ce type-là et qui finalement sont très éloignées du modèle bureaucratique européen qui est inculqué dans les formations et autres missions extérieures. Voilà, donc je vais essayer d'aller peut-être un peu plus vite parce que je pense que là, je voulais donner l'exemple d'une autre trajectoire, mais en gros, l'idée, c'est effectivement qu'on a des reconfigurations de chaînes de commandement
à différents moments et à chaque changement du régime politique, et ces reconfigurations des relations de pouvoir, elles se voient par les trajectoires d'affectation. Donc, en suivant les trajectoires d'affectation de certains officiers, on peut finalement présager de la montée en puissance ou au contraire du déclin de certains par la proximité, au contraire l'éloignement du pouvoir. Et tout ça ne fonctionne que parce que les camps sont des espaces ressources asymétriques et deviennent des espaces ressources. Et ça aussi, ce qui est une particularité de certaines armées qu'on retrouve quand même beaucoup moins dans le modèle, enfin qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans le modèle bureaucratique européen. Donc là, je vais passer à mon troisième point qui continue un peu ce voyage par différentes entrées spatiales de l'armée, où là, on voit qu'effectivement, si les trajectoires des officiers et des lieux d'affectation reposent sur des circulations encadrées, on a aussi d'autres déplacements qui sont particulièrement sensibles, qui sont les déplacements quotidiens des militaires, qui sont considérés comme un enjeu particulièrement fort, notamment la question de la présence militaire dans les espaces publics et de leur relation avec les civils. Donc là, je vais reprendre encore les propos de Mamadou Alioubari en 2009. Donc, il n'y a pas eu énormément d'études, hein, donc de toute manière sur l'armée guinéenne. Donc, de toute façon, à part quelques documents, il n'y a pas grand-chose. Et donc, je reprends toujours un peu cet ouvrage qui est un ouvrage de référence. Et Mamadou Alioubari décrivait l'armée à ce moment-là, enfin, voulait parler justement de cette présence militaire dans les espaces publics et qualifier les militaires de véritables armureries ambulantes, laissées à l'abandon, sans encadrement efficace, et qui se livrent à des opérations de raquette de la société civile en se comportant comme de véritables unités de prédateurs, entraînant ainsi une véritable rupture entre l'armée et les citoyens. Cette armée est perçue par les populations comme une armée de façade et de parade, et non une armée censée assurer des missions de défense nationale. Donc là, on voit bien que ça fait référence à des pratiques connues, hein, qui sont des pratiques prédatrices dans l'espace public, et plus largement qui renvoient à l'indiscipline associée à cette armée, du moins en tout cas jusqu'en 2018. On va en reparler pourquoi 2018, mais effectivement qui était moi pour être allé en Guinée depuis 2006, donc j'ai pu voir effectivement quand même l'évolution de cette présence militaire dans l'espace public, et quand même elle existe, même si c'est pas parfait, hein, encore on peut en parler évidemment. C'est une des raisons, cette indiscipline publique de l'armée, qui a incité de nombreux observateurs à encourager finalement à la réforme de ce corps. Et c'est comme ça qu'en 2011, la RSS, la réforme du secteur de la sécurité, a été mise en place sous le premier mandat d'Alpha Condé. Et elle avait deux objectifs. Donc un premier objectif qui est structurel. Donc je vais pas beaucoup parler, mais c'est important parce que c'est au départ, donc c'est surtout l'élaboration de documents cadres, donc c'est-à-dire des documents qui fixent le nombre d'éléments par unité, le nombre d'unités, parce que ce qui montre qu'il n'y avait même pas une connaissance de qui faisait partie de l'armée, donc ça donnait lieu en fait à des pratiques notamment d'accaparement de salaires de militaires décédés mais qui n'étaient pas enregistrés comme décédés. Donc du coup la famille continue à bénéficier de ces salaires-là. Et structurellement aussi, un des problèmes qui maintenant vient d'être changé en 2022, mais c'est que cette réforme n'avait pas touché en fait au circuit de ravitaillement, et notamment la dotation en riz chez les militaires. Alors, je vais aller assez vite parce que c'est vraiment quelque chose de propre à la Guinée. C'est peut-être pas très intéressant, mais ça témoigne quand même justement encore une fois, de ces asymétries, de ces réseaux clientélistes, en un sens, qui se forment au sein de l'armée, puisqu'effectivement, en Guinée, selon le grade, on a le droit à un certain nombre de sacs de riz à 60%, voire 40% du prix du marché. Donc, ce qui fait qu'effectivement, si on est un officier haut gradé, on a le droit à beaucoup de sacs de riz, en gros, pour la faire vite. Et on peut redistribuer ce riz dans des loyautés, justement, de groupes militaires, ou sinon alimenter le marché noir de riz, ce qui existait depuis jusqu'en 2022. Et là, d'ailleurs, tout juste récemment, je sais plus si c'est en mars, mais en juin, peut-être en juin 2022, finalement, cette dotation de riz a été supprimée pour favoriser une augmentation des salaires de 25%. Et donc, l'idée, c'est de déstructurer un peu ces réseaux clientélistes, et qui étaient surtout structurés autour d'un pivot qui est l'intendance. Donc, l'intendance, effectivement, du camp Samori de Conakry, qui est la direction générale de l'intendance, était finalement à la tête de tous ces réseaux-là
de potentielles redistributions et gestion financière clientéliste. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de Moussa Dadis Camara sur le fait qu'il soit chargé du ravitaillement en essence. C'est ça aussi qui lui a permis quelque part, donc là on parle du riz, mais on pourrait dire la même chose en essence, l'accès à un certain type de ressources permet en fait potentiellement une montée en pouvoir grâce à la constitution d'un groupe de fidèles durables. Pour ce qui est du second objectif, et ça concerne un peu plus le contrôle des spécialisations militaires, c'est en fait un objectif qui a été tourné vers le casernement des militaires. Donc l'idée effectivement que les militaires devaient rester dans leur caserne et ne devaient pas sortir armés. Et ça, depuis 2018, ça a été martelé sous Alpha Condé, et notamment lors des manifestations, parce qu'il y a eu énormément de manifestations d'opposition contre Alpha Condé qui était en train, à ce moment-là, de préparer son troisième mandat, qu'il a d'ailleurs eu, et c'est sous le troisième mandat que le coup d'État a été fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, donc les seuls qui pouvaient sortir, ou dont on a vu qui ne pouvaient pas sortir officiellement, mais dont on voyait la présence, c'est le groupement des forces spéciales de Mamadi Doumbouya, donc qui était à l'époque colonel et donc commandant de cette unité d'élite créée par Alpha Condé en 2018 officiellement pour lutter contre le terrorisme, mais qui était apparemment présent en partie pour réprimer les manifestations d'opposition qui ont eu lieu au moment justement de cette fin de deuxième mandat qui allait vers le troisième mandat. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit bien comment finalement le contrôle des spécialisations militaires est à la fois un instrument politique pour stabiliser entre guillemets l'armée, mais ça peut aussi se retourner contre le régime en place parce que la montée en fait en puissance du groupement des forces spéciales sous le colonel Doumbouya a aussi été permise par cette proximité avec le pouvoir, parce que justement ils ont concentré tout un tas de ravitaillements en matériel et notamment en blindés, les blindés desquels ils se sont servis pour prendre justement le pouvoir 2 ans après. Et en plus, une partie de l'unité était logée proche du palais présidentiel, dans ce qu'on appelle le palais du peuple, et du coup, on pu intervenir rapidement, malgré le fait qu'Alpha Condé, au bout d'un moment, ait décidé de les remettre à la périphérie, en gros, de Conakry, à une centaine de kilomètres dans un camp, dans le camp de Fodécaria. Mais une partie de l'unité est tout de même restée et finalement a pu organiser le coup d'État à partir du palais du peuple. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer que le contrôle des spécialisations militaires, c'est à la fois un fort enjeu de réforme, mais c'est aussi un instrument de pouvoir qui peut se retourner ici, contre le régime en place. Mais, et là je passe à mon dernier point, il y a un autre instrument de pouvoir qui semble de plus en plus déterminant dans les trajectoires un peu fulgurantes de militaires et qui relève également d'une dimension spatiale, c'est justement la participation à des missions ou des formations à l'extérieur et qui témoignent de fortes logiques d'extraversion. Donc là, je reprends le concept développé par Jean-François Bayard, mais voilà, c'est l'idée finalement de se constituer un capital de pouvoir ailleurs par une captation de rente, bon là ici de rente aussi et de réseau surtout, pour confirmer ou renforcer son pouvoir dans l'ici, entre guillemets. Et là, effectivement, on a deux finalement voies qui sont vues comme des opportunités pour les militaires. Donc, on a les missions extérieures, qui sont notamment ces missions onusiennes, et qui sont vues d'abord comme une importante opportunité financière, puisque les primes accordées par l'ONU, notamment, par les Nations Unies, notamment au Mali, sont approximativement 10 fois plus importantes qu'une solde militaire moyenne. Donc, tout le bataillon pour avoir fait des entretiens avec différents bataillons Gangan de retour. Donc là, on en est, je crois, c'est bataillon Gangan 7, je crois, mais moi, j'avais interrogé ceux du bataillon Gangan de 1 à 5. La plupart ont construit, par exemple, une résidence. Et ça peut paraître, encore une fois, anecdotique, mais c'est important parce que ça participe à l'aggravation de tensions intergénérationnelles militaires fortes qui existaient déjà, bien avant d'ailleurs, ces possibilités de mission extérieure, mais là, ça les aggrave parce que finalement, des aînés voient des cadets, parce qu'en général, les commandos qui partent effectivement au Mali sont plutôt des jeunes bien formés et opérationnels,
ces aînés voient finalement des cadets recevoir des traitements auxquels eux n'ont jamais eu droit, donc avec des montées en grade ralenties, ce qui participe encore une fois à segmenter l'armée. Et parallèlement, on a aussi la montée d'une nouvelle figure militaire qu'on pourrait appeler finalement le militaire intellectuel, qui est celle finalement représentée par le colonel Mamadi Doumbouya. En tout cas, c'est ce narratif-là qui a été construit autour de cette figure, au moins au départ, avec effectivement cette idée que ces personnes sont formées à l'extérieur et donc sont bien formées. Et là, le cas du colonel Mamadi Doumbouya est emblématique parce qu'il a d'abord déjà, il a la binationalité, il est franco-guinéen, il a servi comme légionnaire dans l'armée française, il est d'ailleurs marié à une gendarme française qui est maintenant première dame. Entre 2012 et 2013, il est à l'école d'application de l'infanterie à Thiès, au Sénégal, qui est réputée. Il suit des cours de formation de futurs commandants d'unité. Et ensuite, il enchaîne plusieurs autres formations et il intègre notamment la 25e promotion de l'école de guerre française, où il fait un témoignage que je voulais quand même reprendre, qui est remarqué à un colloque en novembre 2017, donc avant évidemment sa prise de pouvoir, un colloque qui a été organisé par l'état-major spécialisé pour l'outre-mer et l'étranger français sur la prise en compte en fait de l'interculturalité dans les actions militaires. Donc là, ce qu'il souligne en fait, c'est finalement les asymétries spatiales de pouvoir entre officiers français et officiers africains. Et il dit, je cite, « Sur le plan professionnel, les Français venant en Afrique se révèlent compétents. Ils connaissent leur sujet et leur travail qu'ils exécutent avec professionnalisme. Mais leur rapport privilégié avec nos personnalités politiques nous pose problème. Nos gouvernants préfèrent en effet leur faire confiance à eux plutôt qu'à nous et les considèrent comme de véritables conseillers, fonction que nous n'atteindrons jamais. Ce problème récurrent dans nos débats entre collègues nous frustre beaucoup, d'autant plus que la réciproque reste inenvisageable. Jamais un officier africain ne pourra accéder au président de la République française. » Donc déjà, lui, effectivement, condamnait ces formes d'asymétrie et d'asymétrie de pouvoir. Et c'est ce positionnement à la fois extérieur et critique qui n'est pas étranger à sa popularité, au moins au début du mandat, puisque là maintenant la popularité a été quand même très effritée, et qui a été aussi construite dès le moment du défilé du 2 octobre 2018, qui est le défilé au moment de l'indépendance, de la fête de l'indépendance, où a été présenté le groupement justement le GFS, le groupement des forces spéciales, commandé par Mamadi Doumbouya et qui avait impressionné tout le monde, la presse, le public, y compris même par exemple quelqu'un comme Erdogan qui était dans la tribune avec Alpha Condé. Et donc ça a participé finalement à créer cette figure un peu d'intellectuel nouvellement arrivé, en rupture, bien formé, etc. Pourtant, en fait, ce militaire nouvellement arrivé ne l'est pas tant que ça, puisque dès 2011, avant de partir à Thiès, il a rejoint la Guinée en tant qu'instructeur, puis comme directeur des études dans un camp qui s'appelle le camp Kwame Nkrumah, qui est situé à la périphérie de la capitale et où sont formées aussi les unités d'élite. Il a aussi été formateur à Kindia et donc il a pu lui aussi se créer, finalement en tant que formateur, il a pu déjà commencer à se créer des appuis, y compris en Guinée. Donc cette image de nouvellement arrivé a été finalement mise en avant pour le légitimer, pour légitimer sa prise de pouvoir et le mettre en rupture, mais la rupture est quand même extrêmement discutable. Voilà, donc là, ce qui est intéressant de retenir, c'est que finalement la formation alimente ainsi la constitution de forts réseaux de pouvoir au sein de l'armée, mais qui reste ensuite soumis à l'ambiguïté des rapports entretenus avec le pouvoir politique et à cette fameuse économie politique de l'affectation que j'ai analysée plus haut. Voilà, la RSS, donc mis en œuvre, soit Alpha Condé a plus explicitement valorisé peut-être le statut de formateur, lui-même formé à l'étranger, et plus largement la diffusion de modèles de restructuration étrangère et en particulier français pour le contrôle politique de l'armée. Mais c'est aussi ce qui a signé la fin de son propre régime. Donc c'est pratiquement une révolution de palais à laquelle on a assisté, puisque finalement c'est Doumbouya que Alpha Condé avait mis en place, qu'il a destitué. Voilà, donc là je vais conclure. Je suis désolée, j'étais un tout petit peu plus longue, je pense, que prévu. Je vais conclure pour voilà, en montrant en quoi finalement j'ai voulu donner des clés de compréhension des relations de pouvoir au sein de l'armée guinéenne en insistant justement sur la dimension spatiale. Donc d'abord au niveau des camps militaires que j'ai analysé comme des espaces ressources. Et dans ce contexte, évidemment, l'affectation a donc de fortes
implications en termes de pouvoir, avec une véritable économie politique de l'affectation qui se met en place, puisque voilà, la mise à distance d'un haut gradé par le pouvoir politique se traduit également généralement par son éloignement géographique vers un camp périphérique et peu stratégique. Mais cet éloignement peut aussi être à double tranchant, puisqu'il peut permettre de créer des loyautés durables sous la forme justement de groupes de partage de même souffrance, un peu comme celui dont je vous avais parlé, ce commandant du camp à Cancan qui s'est créé une sorte de garde rapprochée et qu'il a emmené avec lui à Conakry lorsqu'il a pris finalement du pouvoir en étant nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Donc si les éloignements sont ambivalents, les rapprochements le sont aussi, puisque c'est bien effectivement quand Alpha Condé a voulu un peu éloigner le groupement des forces spéciales que celui-ci a décidé d'agir et de prendre le pouvoir, et il a pu le faire grâce à la proximité qui s'était construite auparavant avec le président et son entourage, évidemment, hein, pas le président seulement, et c'est ce rapprochement aussi qui a permis, encore une fois, de concentrer un réseau, un circuit, pardon, de ravitaillement particulièrement favorable. Et encore une fois, je parle des blindés notamment qui ont été utilisés. Enfin, la question des soutiens n'est pas non plus étrangère aux réseaux d'interconnaissance qui se construisent au moment des missions ou au niveau des formations à l'extérieur et qui finalement participent après à pouvoir renforcer le pouvoir de certains ou au contraire destituer d'autres. Voilà, donc je voudrais terminer en soulignant en fait que cette lecture spatiale, alors elle est imparfaite, elle est incomplète, voilà, je suis en train quand même de l'élaborer. C'est en fait aussi pour moi une manière de dépasser des analyses en termes ethniques qui peuvent parfois être un peu réductrices, qui justement existent effectivement, mais qui peuvent être parfois réductrices, puisqu'en Guinée, donc rapidement, on a 4 ensembles de populations, les Peuls, les Malinké, les Soussous, qui sont en fait grosso modo les 3 populations majoritaires, même si les Peuls sont plus nombreux que les Malinké plus nombreux que les Soussous. Et on a un 4e ensemble qui est formé des populations forestières, qui est beaucoup plus composite. Et quand finalement Alpha Condé a pris le pouvoir, sans grande surprise, donc Alpha Condé et Malinké, sans grande surprise, on a eu une forme de malinkéisation des chaînes de commandement de l'armée. Donc on peut dire, bah oui, effectivement, regardez, la lecture ethnique, elle est fondamentale. Mais une fois en fait qu'on a souligné cet aspect, ceci ne nous dit finalement pas grand-chose de la constitution même des relations de pouvoir dans leur dynamique. Et en fait, passer par l'espace, ça permet, pour moi, effectivement, enfin selon moi, il s'agit pas de nier cet aspect ethnique, mais de se situer à un niveau d'analyse qui ne vise pas seulement à lister les variables déterminantes dans les relations de pouvoir, mais de faire une analyse et une lecture dynamique de ces relations. Et c'est la même chose, on pourrait dire aussi pour l'importance des liens familiaux dans la constitution de l'armée et qui pourraient être analysés comme déterminants. Parce que par exemple à Cancan, sur les 33 entretiens que j'avais réalisés, plus de la moitié des militaires ont un père ou un oncle paternel dans l'armée. Donc évidemment que ça joue sur les facilités de recrutement. Mais de nouveau, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu comme les critères ethniques. Bah oui, on a des variables qui sont un peu plus déterminantes, donc on peut les lister. Mais pour comprendre la dynamique des relations, la lecture en fait spatiale permet à un instant T de voir les recompositions de pouvoir en train de se faire. Donc c'est plus une analyse complémentaire et qui me semble plus englobante que de passer seulement par une lecture ethnique ou une lecture des liens familiaux ou d'autres, une lecture générationnelle aussi qui pourrait être extrêmement intéressante à développer. Et enfin, même si ce n'est pas vraiment de guerre ou de paix que j'ai parlé ici, je pense en revanche quand même avoir abordé ce qui peut peut-être la déclencher, la préparer, dans un contexte où finalement l'armée, loin d'être un corps sécurisant et stabilisateur, fait au contraire régulièrement vaciller ce pays dans d'importants épisodes de violence politique. Voilà, je vous remercie de votre attention.